Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter ma toute dernière conférence dans le cadre de la Semaine du cerveau, organisée par l'Ensemble Saint-Luc de Cambrai. Je remercie d'ailleurs tout particulièrement l'Ensemble Saint-Luc qui s'est beaucoup mobilisé dans des conditions pas évidentes cette année, et en particulier Sabine et Arnaud. Voilà, donc je m'appelle Didier Nakache, je suis docteur en informatique, expert en sciences de la cognition, et je vais vous parler des biais cognitifs. Alors pour faire cette présentation, j'ai choisi d'abord forcément de définir ce qu'était un biais cognitif et ce que ce n'était pas. Puis nous allons voir les mécanismes de deux modes de pensée différents qui sont sujets à des biais. Ensuite, nous verrons les principaux biais cognitifs, une bonne dizaine. Et avant de conclure, je vous montrerai comment on peut les éviter. Alors, un biais cognitif, c'est une distorsion dans le traitement d'une information. C'est une déviation systématique de la pensée par rapport à la réalité. Bref, on trompe notre cerveau. Alors, on sait depuis longtemps que notre cerveau peut être trompé. Vous avez ici par exemple une magnifique photo, et notre cerveau va facilement interpréter et même surinterpréter tout ce qu'il voit, et nous faire conclure que nous sommes devant un magnifique lac. En réalité, c'est juste un muret. Voilà, ça s'appelle une illusion d'optique, et les illusions d'optique, c'est quelque part une manière de tromper le cerveau. Alors les biais cognitifs n'ont pas grand-chose à voir avec les dissonances cognitives. Ces dernières ont été mises en évidence par Léon Festinger à partir du milieu des années 50. Et la dissonance cognitive, ça relève de la psychologie, et c'est la tension propre à notre système de pensée, croyances et émotions lorsque tout cela rentre en contradiction. Par exemple, si vos croyances entrent en contradiction avec vos observations, ça vous met en état de dissonance. Il y a un exemple qui est célèbre, qui est une gourelle, donc une femme gourou, qui avait annoncé à ses disciples la fin du monde pour un jour précis, à minuit. Évidemment, plus on s'approchait de ce jour annoncé comme étant la fin du monde, plus l'angoisse montait. Et le jour même, tout le monde a commencé à prier, l'angoisse était à son maximum, et arrivé à minuit, il ne s'est rien passé. Et là, on rentre dans la phase de dissonance cognitive, c'est-à-dire que les disciples ont commencé petit à petit d'abord à attendre un peu, minuit 5, 1h, 1h30 du matin, 2h, et au bout d'un moment, ce décalage entre je croyais que c'était la fin du monde et il ne s'est rien passé, se traduit par de la montée de colère, et les disciples ont commencé à s'énerver après leur gourelle, et la gourelle était très, très affûtée, puisqu'elle savait que le seul moyen de calmer une dissonance, c'est de la rationaliser. Et donc à ce moment-là, elle a pris la parole, elle a dit « Mes bien chers frères, je vous remercie beaucoup, je viens d'avoir un message, c'est grâce à vos prières que la fin du monde n'a pas eu lieu. » Et tout le monde s'est calmé, tout le monde s'est apaisé, la dissonance était rationalisée, et chacun est reparti tranquillement à ses occupations. Ici, les biais cognitifs, c'est un autre mécanisme. Ça va polluer nos modes de pensée, ça va perturber nos analyses, la plupart du temps sans même que nous n'en ayons conscience, et parfois même si on en a conscience, je veux dire, pour être direct, on se fait avoir. Alors commençons par un petit test. Selon vous, êtes-vous un bon conducteur ou une bonne conductrice? D, vous considérez parmi les plus mauvais. C, vous pensez que vous êtes moins bon que la moyenne. B, vous estimez que vous êtes un peu meilleur que la moyenne. A, vous êtes dans les 25% les meilleurs. Je vais vous laisser le temps de réfléchir à ça. Et malheureusement, ici, on n'a pas de public pour des questions de Covid, mais je connais d'avance le résultat que nous aurions obtenu. Dans cette situation, nous aurions probablement 10%
des personnes qui auraient répondu grand C ou grand D. Beaucoup de personnes auraient répondu B et quelques-uns A. 90% des personnes que nous pourrions interroger se mettent dans la catégorie A ou B. Autrement dit, on a 90% de la population qui conduit mieux que les autres. C'est perturbant quand même. Si je fais la même expérience dans l'enseignement, je vais voir tous les professeurs et tous les enseignants qui sont ici, et je vais leur dire, voilà, est-ce que vous pensez être un excellent enseignant, plutôt meilleur que la moyenne, plutôt moins bon que la moyenne ou mauvais? Eh bien, j'aurai probablement 90% d'enseignants qui se considèrent meilleurs que la moyenne. Si je vais voir des chefs d'entreprise, j'aurai exactement le même résultat. Pensez-vous gérer votre entreprise de manière plutôt correcte ou plutôt mauvaise? Eh bien, j'aurai 90% des chefs d'entreprise qui diront qu'ils gèrent de manière plutôt correcte ou meilleure que les autres. Ce sont les autres, les mauvais enseignants, les mauvais conducteurs, les mauvais entrepreneurs. Et si on pousse encore le bouchon encore plus loin, imaginons que je pose la question à des couples qui se marient, mettons à l'église ou à la mairie, et je leur dis, pensez-vous que c'est celui-là ou celle-là et que c'est pour la vie? Les gens vont me dire probablement à 100%, oui, c'est elle ou c'est lui, pour la vie, avec une certitude de 100%, alors qu'on sait très bien que la moitié des mariages vont finir en séparation. On le sait que la moitié des mariages vont finir en séparation. On sait qu'on ne peut pas être 90% meilleur que la moyenne. Et pourtant, ça ne nous empêche pas d'y croire, et avec une bonne foi avérée. Et si je vous repose la question maintenant, vous allez me dire, oui, mais vous n'allez pas changer votre vote. Comment peut-on expliquer ça? Eh bien, c'est un biais cognitif. Et nous venons de voir notre premier biais qui s'appelle le biais d'optimisme. Au final, vous comprenez que les biais cognitifs vont fausser nos jugements. De manière prévisible, c'est qu'en vous posant les questions, je savais d'avance les scores que j'allais obtenir. Et reproductible. Si je refais le sondage sur une autre population, j'aurai sans doute les mêmes résultats. Et si je vais même encore plus loin, si je vous repose à vous la même question, j'aurai sans doute les mêmes résultats, alors que vous savez que c'est impossible qu'on ait 90% d'entre vous qui soient meilleurs que les autres. Alors combien de biais? Énormément. On a identifié à peu près 180 biais, il y en a encore une bonne vingtaine qui sont en cours d'étude, donc tout ça, ça fait à peu près 200 biais différents, qui ont été répertoriés dans un codex pour être classifiés de manière cohérente. Alors là, on ne le voit pas, je vous ai fait un zoom sur la diapo d'après. Vous voyez ici, par exemple, un biais qu'on va voir tout à l'heure, le biais d'ancrage, le biais de confirmation, l'effet de cadrage, l'effet Pygmalion, l'effet Golem, etc. Et vous avez comme ça à peu près 200 manières différentes de tromper notre cerveau. Il ne faut pas oublier que le cerveau n'est pas un ordinateur, n'est pas une machine, et que notre cerveau est un organe qui est capable de se tromper ou d'être trompé par plein de méthodes différentes. Et bien évidemment, l'erreur fait partie de la règle du jeu. Alors regardons maintenant les principes. Le grand expert mondial dans ce domaine-là, c'est Daniel Kahneman, qui a écrit un livre qui s'appelle Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. C'est un ouvrage très volumineux, à peu près 500 pages, où il synthétise toute son expérience et toutes ses expériences autour des biais cognitifs. Daniel Kahneman a reçu pour ses travaux le prix Nobel d'économie en 2002, et il a travaillé avec un psychologue qui est Amos Tversky. Malheureusement, ce dernier est décédé quelques années avant 2002, donc avant de pouvoir recevoir le prix Nobel. Et ces deux grands scientifiques ont identifié que notre cerveau fonctionnait de deux manières différentes. Il y a le mode S1 et S2 pour système 1 et système 2. Alors S1, le système 1, c'est un mode de pensée qui est automatique, qui est incontrôlable, qui est fulgurant, qui est hyper rapide, et qui se met en place par association d'idées,
d'émotions, d'expériences passées, recherche dans la mémoire. Et c'est ce qui va nous faire agir de manière intuitive, la plupart du temps sans effort, sans réflexion, sans analyse, dans tout ce qui ne nécessite pas d'engagement cognitif fort. C'est aussi ce qui intervient lorsque l'on doit prendre une décision dans des situations d'incertitude. Donc c'est un mécanisme qui permet de réagir extrêmement vite face à une menace ou un changement imprévu. Malheureusement, il est sensible aux biais cognitifs, aux raccourcis mentaux et aux erreurs de jugement. Alors l'exemple que je prends souvent, c'est de dire, imaginons que vous soyez sur le point de traverser une rue, vous êtes piéton, et vous voyez une moto qui arrive et qui est en train de dévier de sa trajectoire et de vous foncer dessus. Eh bien, le système 1 va se mettre en action de manière immédiate et va vous pousser à changer de lieu et à éviter, par rapport au calcul de la trajectoire, à éviter la moto, à éviter de la prendre. À aucun moment vous allez dire, alors le conducteur est un homme, il a un blouson marron, il a les cheveux châtains, les yeux comme ça, il porte des lunettes, il a un pull jaune, etc., etc. Ça, c'est le système 2, celui qui va prendre le temps d'analyser. Effectivement, le système 2 donc, analyse les informations disponibles, les complète, les traite et prend le temps de la réflexion, prend le temps de l'analyse. Donc c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus coûteux en énergie. Et pour la plupart des décisions que notre cerveau prend dans l'activité quotidienne, l'immense majorité est utilisée par le système 1. Alors, voici une petite vidéo de présentation, de synthèse des deux systèmes. Système 1 et 2, les deux vitesses de la pensée. Donc en 2011, Kahneman a publié ses années de recherche dans un livre dont je vous ai déjà parlé. Il décrit deux modes de pensée. Un mode rapide et automatique mais avec erreur, système 1. Le deuxième est lent et réfléchi, système 2, avec logique et analyse. Le système 1 est rapide, sans effort, stéréotypé, inconscient. Le système 2, lui, va être lent, avec effort, logique et conscient. Le système 1 est rapide, il permet d'agir instinctivement et de mobiliser des ressources immédiates. Le système 2, lui, va être lent, il prend le temps de la réflexion et il élabore des pensées complexes. Le système 1 est sans effort. En mode automatique, il applique des réponses connues. Alors que le système 2, lui, va être avec effort et mobiliser la logique et les mathématiques et avec un effort. Le système 1 est stéréotypé, le 2 est logique. Si je vous dis penser à un outil, avec le système 1, sans réfléchir, vous allez penser à un marteau, et même bleu si je vous demande la couleur. Si vous utilisez le système 2, vous penserez à des tournevis, des pinces, des clés, et bien d'autres outils. Le système 1 est inconscient, le 2 est conscient. Avec votre système 1, vous lisez ABC 12, 13, 14. Avec le système 2, vous pourriez lire A, 13C, 12B, 14, puisque le 13 est ambigu. En résumé, vous avez un système 1 qui est rapide, sans effort, stéréotypé, inconscient, et un système 2 qui est lent, avec effort, logique, conscient. On a donc ces deux modes de pensée complémentaires qui fonctionnent avec deux vitesses de pensée différentes. Alors, je vous propose un petit test pour voir si vous êtes capable de mobiliser plutôt votre système 1 ou plutôt votre système 2. Je vais vous poser deux petits problèmes très simples de calcul. Et je vais vous demander d'y réfléchir le plus vite possible, donc en utilisant votre système 1. Première question. J'ai 10 doigts dans 2 mains, combien ai-je de doigts dans 10 mains?
C'est bon, vous avez la réponse? Si vous utilisez votre système 1, il est probable que vous ayez répondu 100, qui est une réponse fausse. Si vous avez utilisé votre système 2, qui est plus analytique, qui va prendre le temps de la réflexion, vous allez dire j'ai 10 doigts dans 2 mains, donc j'ai 5 doigts par main, effectivement. Et donc dans 10 mains, j'ai 5 fois 10, c'est égal 50 doigts. Deuxième petit test. Une bouteille et son bouchon coûtent 21 €. La bouteille coûte 20 € de plus que le bouchon. Combien coûte le bouchon? Je vous laisse réfléchir. Si vous avez réfléchi très vite, vous m'avez donné la bonne réponse, peut-être. Plutôt avec le système 2 d'ailleurs. Le bouchon coûte 50 centimes. Effectivement, si la bouteille et le bouchon coûtent 21 € et la bouteille coûte 20 € de plus que le bouchon, eh bien le bouchon coûte 50 centimes, la bouteille coûte 20,50 € et les deux font bien 21 €. C'est étonnant, hein? Alors, je vous propose de voir maintenant les principaux biais cognitifs. Donc j'en ai prévu une petite douzaine, 11 pour être précis, qui vont de l'effet d'ancrage, l'effet d'amorçage, l'effet de halo, des biais irrécupérables, des coûts irrécupérables, des biais de cadrage, etc., etc. On va les voir, on va les passer en revue avec des petits exemples amusants. Le tout premier, c'est l'effet de halo. L'effet de halo, on parle aussi d'effet de notoriété, c'est le fait d'attribuer des qualités, ou à l'inverse des défauts, à des personnes en se basant uniquement sur des considérations physiques. D'une manière plus générale, on va rendre plus positives ou inversement plus négatives des caractéristiques d'une personne, d'un groupe, d'une marque, même si on ne les connaît pas, même sans vérifier, à partir d'expériences précédentes qu'on a pu juger positives ou inversement négatives. En gros, les caractéristiques physiques d'un individu vont altérer notre jugement, alors même que nous ne connaissons pas les personnes. Voici pour illustrer un petit exemple, j'ai pris la liste de tous les derniers présidents américains depuis à peu près une centaine d'années. Même Joe Biden, tout fraîchement élu. Voici la taille de chacun de ces présidents. Regardez bien. Joe Biden, 1,83 m, Donald Trump, 1,90 m, Barack Obama, 1,85 m, George Bush, 1,82 m, Bill Clinton, 1,88 m, Bush père, 1,88 m, etc. La taille moyenne d'un homme américain est de 1,75 m. La taille moyenne des présidents est de 1,83 m. Il est très probable que l'effet de halo ait joué et que le fait d'être un homme et grand soit des facteurs qui tendent à mettre les gens en confiance, à se sentir mieux protégés ou mieux aidés ou mieux présidés. En tout cas, les Américains ont jugé ça et manifestement, c'est l'effet de halo qui a joué à plein. Ça joue également dans tous les domaines ou à peu près tous les domaines. Il y a une étude qui a été conduite qui a montré qu'en termes d'emploi, eh bien, on estime qu'on gagne 300 $ par an en plus par centimètre de taille. Donc si vous prenez deux individus qui ont 10 cm d'écart, eh bien, le plus grand des deux gagnera en moyenne 3000 $ par an de plus que le précédent. On a fait une expérience également en matière de justice. On a pris un texte, donc identique, et on a demandé à des personnes, à partir de ce texte, de juger si la personne était innocente, note 0, ou coupable, note de 5, et la personne pouvait noter de 0 à 5. Et on a mis la photo d'un suspect. Donc le texte est toujours le même, et on avait deux suspects. Un suspect qui était une fille plutôt jolie, élégante, mignonne, et un autre suspect qui était une femme plutôt à l'inverse, pas très jolie, un peu repoussante, laide. Eh bien, alors que le texte est strictement le même, la jolie fille a une note moyenne de 2,8, alors que l'autre a une note moyenne de 4,2. Non seulement la culpabilité est jugée plus sévèrement,
Mais même la peine qui a été attribuée, puisqu'il y a une deuxième partie de l'expérience où on a demandé de faire une peine, la peine attribuée est beaucoup plus lourde, même 2 fois plus lourde chez la moins jolie des deux, ou 2 fois plus légère chez la plus jolie des deux. Le biais suivant, c'est le biais d'ancrage. Le principe même du biais d'ancrage, c'est quelque chose qui a été travaillé énormément par Daniel Kahneman et toujours Amos Tversky. L'idée du biais d'ancrage est de voir, lorsqu'on vous met une idée en tête, quelle est votre capacité à la faire évoluer. Et donc, d'une manière plus générale, c'est quelle est notre capacité à faire évoluer nos jugements face à une opinion initiale qui a été ancrée ou qui est ancrée toute seule. Ces deux experts ont remarqué que même si on était exposé à des nouvelles informations qui nous montrent que finalement notre première idée n'est pas si bonne que ça, ou en tout cas mériterait d'être traitée avec un peu de prudence, eh bien, la plupart des gens gardent en mémoire la première information reçue et ont beaucoup de mal à la faire évoluer. En gros, la première idée, eh bien, c'est celle qui va rester, qui va persister longuement. Je vous propose un petit exemple et un petit jeu très amusant. On a posé une question à un groupe et 2 questions à l'autre groupe. Au premier groupe, on a posé la question: est-ce qu'une baleine bleue mesure plus que 49 mètres? Je vous laisse réfléchir à cette question. Question suivante, combien mesure une baleine bleue? Vous avez compris que la première question permet de poser une ancre. Le premier groupe a eu les 2 questions, donc avec ancrage, puis on a demandé la mesure. Et le deuxième groupe n'a pas eu la question d'ancrage, n'a eu que la deuxième question, combien mesure une baleine bleue? Voilà les résultats. Le premier groupe qui a été ancré a répondu 60 mètres en moyenne. Le deuxième groupe qui n'a pas été ancré a répondu 2 fois moins, 30 mètres en moyenne, alors que la taille réelle d'une baleine bleue est plutôt autour des 25 mètres. C'est-à-dire que la population qui a été ancrée avec les 49 mètres, finalement a multiplié par 2 la taille estimée de la baleine bleue. Le fait de poser un chiffre, ici 49 mètres, ça fait un effet d'ancrage et ça va pousser la personne à réfléchir par rapport à cette gamme de valeurs ou par rapport à ce jalon qui a été posé. Et l'effet d'ancrage fonctionne dans tous les domaines. On a posé une question qui est: le plus grand séquoia géant du monde fait-il plus ou moins de 400 mètres? Un deuxième groupe, on a posé la question: le plus grand séquoia géant du monde fait-il plus ou moins de 80 mètres? Puis aux 2 groupes, on a dit: quelle est la taille du plus grand séquoia du monde? Eh bien, vous voyez bien que dans les 2 cas, on a ancré avec 2 valeurs différentes. Le premier groupe en moyenne a estimé à 278 mètres, le deuxième groupe en moyenne à 93 mètres, ce qui fait quand même 185 mètres d'écart. C'est énorme, hein? L'effet d'ancrage fonctionne aussi avec des valeurs aléatoires. C'est que, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de 49 mètres. Imaginons que je fasse tourner une roue et que je tire devant vous un chiffre au hasard. Eh bien, l'ancrage va fonctionner sur ce chiffre tiré au hasard. Et ça va même fonctionner si je vous mets des valeurs qui sont complètement farfelues, fantaisistes ou irréalistes. Voilà 2 exemples qui ont toujours été faits avec la baleine. Groupe 1. Une baleine bleue mesure-t-elle plus que 20 cm? Groupe 2. Une baleine bleue mesure-t-elle plus que 900 mètres? Donc vous voyez que ces chiffres-là sont complètement aberrants. Eh bien, l'ancrage fonctionne quand même. Aux 2 groupes, on a posé la question: combien mesure une baleine bleue, après les avoir ancrés? Le premier groupe a répondu 20 mètres, le deuxième groupe a répondu 142 mètres. C'est-à-dire 7 fois plus. Plus le chiffre d'ancrage va être précis, plus l'ancrage sera fort. Voici une expérience qui a été menée aux États-Unis. On montre la photo d'une maison sur la plage en Californie et on affiche un prix de 800 000 $ et on demande aux
personne d'estimer le prix de cette maison. En affichant un prix de 800 000 $, le prix moyen obtenu est de 751 000 $. Sur la deuxième expérience, on a mis un prix d'ancrage de 799 800 $. Et là, l'ancrage est beaucoup plus fort puisque vous voyez que le prix moyen estimé est de 784 000, donc finalement très très proche. Donc on retombe là derrière les phénomènes d'ancrage, tous les phénomènes autour des prix, autour des techniques commerciales, autour des techniques de marchandisation, etc., etc. Marchandage. Je vais vous parler maintenant d'effets d'amorçage et de biais implicites. C'est un peu la même idée que le test précédent, sauf que là, on va faire appel à votre mémoire. Je vous propose encore un petit jeu. Vous allez répéter après moi la phrase qui suit, puis répondre le plus vite possible à la question que je vais vous poser. Répétez. Blanc, 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 blanc. Que boit la vache? Que boit la vache? Eh bien, à cette question, il est probable que vous ayez répondu du lait. Pourquoi? Parce que je vous ai amorcé avec le blanc, et de manière implicite, blanc, vache, ça donne lait. Or, la vache boit de l'eau, hein, comme tout le monde. On voit ici qu'on va avoir des éléments de contexte implicites qui vont influencer nos réponses et nos réactions. Donc c'est assez différent quand même du biais précédent, puisque dans le biais précédent, on ne connaît pas la taille d'une baleine ou la taille d'un séquoia géant. Alors qu'ici, on sait ce que boit une vache. On fait appel à nos souvenirs. Je vous donne un petit exemple. Si je vous écris les mots CHA et une lettre à deviner, eh bien, selon la manière dont je vous aurai amorcé, vous aurez sans doute des réponses différentes. Si je vous parle de guerre, de combat, etc., probablement vous allez mettre un R pour parler de char. Si je vous parle de chiots, d'animaux de compagnie, probablement que vous mettrez un T en pensant à chat. On peut amorcer ce qui va influencer vos réponses. Je peux vous amorcer également de manière volontaire. Voilà un petit test qui est amusant. Je vous demande d'imaginer comment vous pourriez, avec un crayon et sans lever le crayon, et en faisant uniquement des droites, comment est-ce que vous pourriez relier les 4 points avec 3 coups de crayon. Donc ça, c'est assez facile. Il y a beaucoup de réponses. Par exemple, vous pouvez faire un Z comme ça, clac, clac, clac. On est sur 3 traits de crayon et on a relié les 4 points. Vous pourriez le faire sous forme de N en partant d'en bas à gauche, ou sous forme de C en partant de en haut à droite, ou il y a beaucoup de réponses, ou en forme de U. Il y a beaucoup de solutions qui permettent de faire ça. Vous avez compris le type de problème? Donc il y a un nombre de points à relier avec un nombre de traits sans lever le crayon. Je complique un peu. Essayez de relier les 9 points suivants avec uniquement 4 traits. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ça, et sinon vous pourrez toujours mettre la vidéo sur pause. C'est difficile, hein? Allez, je vais vous donner la réponse. Voilà la réponse. Avec 4 craies de crayon, je suis bien parvenu à relier l'intégralité des points. Pourquoi je vous ai fait faire le test avant avec les 3 points, enfin avec les 3 traits et les 4 points à relier? Parce qu'en réalité, je vous ai amorcé et je vous ai implicitement mis en tête qu'il ne fallait pas sortir du carré. Et donc c'est devenu extrêmement compliqué pour vous par la suite de sortir du cadre que je vous ai un petit peu amorcé de manière directe. Et peu de personnes arrivent à trouver la solution au problème que vous avez là à droite.
Alors il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites sur l'amorçage, en particulier le grand spécialiste dans ce domaine, c'est John Bargh. Et en 96, il a fait une expérience avec ses étudiants et quelques-uns de ses collègues. L'expérience était la suivante. Ils ont demandé à des étudiants volontaires à l'université, ils leur ont demandé de résoudre des anagrammes, des mots fléchés, etc. Et il y avait deux groupes d'étudiants volontaires. Un groupe qui avait des mots associés aux personnes âgées, à la vieillesse, à l'ancienneté, et un groupe avec des mots totalement neutres. Puis on a demandé aux étudiants, une fois que les mots étaient trouvés, d'aller porter les réponses dans un bureau à côté. Eux pensaient que le test était terminé et chronométré, et en fait, pas du tout, le test ne faisait que commencer. Ce qui était mesuré après, c'était combien de temps mettaient les personnes pour aller de la salle de classe avec le questionnaire jusqu'au bureau où il fallait porter la feuille. Eh bien, tous ceux qui ont été amorcés avec des termes qui évoquent la vieillesse ont mis en moyenne plus de temps que les autres, de l'ordre de 1 seconde. Alors, cette expérience a été un petit peu critiquée puisque certains sont arrivés à la reproduire et d'autres non, en tout cas pas de manière significative, et ça reste un petit peu sujet à débat. Alors, il y a eu une deuxième expérience qui a été menée à la suite. On a pris un premier groupe, toujours à faire chercher des mots, soit des mots fléchés, soit des anagrammes, avec des mots qui évoquent la politesse. Cordialement, apprécier, respect, courtoisie. Le groupe B était au contraire avec des termes qui évoquent plutôt la colère, l'agressivité, l'impolitesse, l'intrusion. Et enfin, le groupe témoin, qui lui était totalement neutre, qui parlait de voiture, de soif, de mots absolument neutres. Même condition d'expérience, on amorce les étudiants avec des mots à trouver dans des anagrammes ou dans des mots fléchés. Puis on leur demande de porter la feuille de résultat dans un bureau. Et là, bah, la personne qui était censée recevoir les résultats est complice avec un autre chercheur et ils sont en train de discuter. Et ils peuvent discuter comme ça pendant 10 minutes. On a mis un time-out à 10 minutes. Et la question était de voir comment allaient réagir les personnes qui ont été amorcées selon les deux groupes. Est-ce qu'ils vont interrompre les deux personnes qui discutent ou pas? Voilà les résultats. Le groupe qui a été amorcé avec des termes d'agressivité, 62% d'entre eux ont interrompu les deux personnes qui discutaient. Le groupe contrôle, seulement 38%. Et le groupe qui a été amorcé avec de la politesse, a seulement 18%. Donc là, on a des écarts qui sont particulièrement significatifs. Le biais suivant est le biais dit des coûts irrécupérables. Vous avez acheté un week-end de ski en promotion à 50 $ la nuit. Et vous avez acheté un deuxième week-end également en promotion à 100 $ la nuit. Malheureusement, après coup, vous vous rendez compte que vos deux achats tombent à la même date. Alors à bien réfléchir, finalement, la station à 50 $ la nuit, finalement, vous plaît plus que celle à 100 $ la nuit. Laquelle des deux allez-vous choisir? La station à 50 $ la nuit, mais qui vous plaît plus, ou la station à 100 $ la nuit? On est sur un coût irrécupérable, c'est-à-dire que là, les 150 $ sont de toute façon perdus. Et la bonne manière de raisonner, la bonne manière de réfléchir, c'est de dire, puisque la station à 50 $ me plaît plus que l'autre, autant que je me fasse plaisir. Mais on a posé ces questions-là, et le résultat est le suivant. Un peu plus de la moitié des personnes, 54%, ont choisi de privilégier l'hôtel à 100 $ la nuit, et moins de la moitié n'a pas été rationnel, a été rationnel et a choisi la chambre à 50 $ la nuit. Vous voyez, c'est très étonnant parce que si on avait un cerveau rationnel, de toute façon, les 150 $ sont perdus, autant se faire plaisir. Cette expérience-là a été conduite dans d'autres domaines, par exemple sur des tickets, des abonnements de théâtre, et on explique ça par l'aversion qu'a notre cerveau à la perte.
On a vendu des abonnements à plein tarif, à 15 $, qui permettaient d'assister à 5 séances. Et en moyenne, chaque personne qui avait son abonnement a assisté à 4,1 séances. On a vendu des mêmes abonnements, toujours pour 5 séances, mais avec un prix promotionnel de 8 $. Et là, on se rend compte qu'en moyenne, les gens assistent à 3,3 séances sur 5. C'est-à-dire que le fait d'avoir misé et engagé de l'argent, même si de toute façon les 15 $ sont perdus, qu'on aille à une séance ou aux 5, de toute façon ça ne change rien. Mais le fait d'avoir misé une grosse somme au départ, eh bien ça incite les gens à aller beaucoup plus au théâtre, comme pour rentabiliser finalement leur investissement, ou le justifier. Je vais vous parler maintenant du biais de cadrage. Il y a une maladie qui touche 600 personnes. Vous devez soigner 600 personnes. Et les chercheurs ont trouvé des traitements et voici les propositions. Avec le premier traitement, le traitement A, 200 personnes sont sauvées. Avec le traitement B, il y a une chance sur 3 de sauver 600 vies, mais 2 chances sur 3 de décéder. Que choisissez-vous? Présenté comme ça, 72% des participants choisissent le programme A, c'est-à-dire choisissent de sauver 200 personnes. Toujours avec les 600 malades, je vous propose maintenant 2 autres traitements. Avec le traitement C, 400 personnes vont mourir. Avec le traitement D, vous avez une chance sur 3 que personne ne meure, mais 2 chances sur 3 pour que tout le monde meure. Que choisissez-vous? Présenté comme ça, 78% des personnes choisissent le programme D. Alors, si je vous montre ici les 4 traitements qui sont proposés, quand vous observez et que vous analysez, en réalité, ces 4 traitements reviennent strictement au même en termes de statistiques. C'est qu'on a toujours, dans tous les cas de figure, 200 personnes sauvées et 400 qui vont mourir. Mais la manière de présenter l'information, c'est le cadrage de l'information, va fortement altérer notre réponse et notre manière de choisir le traitement le meilleur. Ça a été analysé et le mécanisme qui est derrière ça est simple, c'est que pour des gains, on fuit le risque. C'est-à-dire que c'est le cas A et B, on ne prend pas de risque, on sauve 200 personnes. En grande majorité, c'est ce que les gens préfèrent, plutôt que de prendre le risque d'en sauver plus, mais aussi que ça ne marche pas. Pour les pertes, c'est l'inverse, on choisit le risque. C'est que, puisqu'avec le traitement C, je suis sûr que de 400 personnes vont mourir, et ben je prends le traitement D qui offre une chance pour que ça aille mieux que 400 morts. Voilà, je vais vous parler maintenant du biais d'évaluation des probabilités. Alors ce biais-là, je l'aime bien, ça va être très rapide, parce que ça va vous permettre de comprendre quelque chose dans votre fonctionnement, en tout cas dans le mien. Les probabilités, si je compare la probabilité réelle avec la probabilité perçue, eh ben, on a souvent un décalage important, et ce décalage est très important sur les probabilités les plus hautes et sur les probabilités les plus basses. Notre cerveau a beaucoup de difficultés à estimer correctement les probabilités extrêmement basses. Alors concrètement, ça se traduit par plein de comportements. C'est-à-dire que la différence entre 0,001 et 0,002, notre cerveau sent bien que c'est 2 fois plus, mais si je lui dis que c'est pareil que la différence entre 40% et 80%, ben non, c'est pas pareil. On a du mal à comprendre et à concevoir ça. Et le fait que les toutes petites probabilités sont surestimées, c'est ce qui explique par exemple qu'on a peur de prendre l'avion, on a peur d'un crash. Alors que la probabilité réelle d'avoir un accident d'avion, elle est extrêmement faible. On a beaucoup plus de risques à traverser une rue ou à prendre la voiture.
l'autre exemple que vous pourrez expliquer grâce à ce biais d'évaluation des probabilités, c'est le terrorisme. Quelle est la probabilité que vous soyez confronté à un acte terroriste? La probabilité, elle est extrêmement, extrêmement faible. Et pourtant, la probabilité ressentie, elle, va être beaucoup plus forte que la probabilité réelle. Et c'est d'ailleurs le principe de base, c'est sur cette base-là, sur ce biais-là, que fonctionne d'ailleurs le terrorisme. Voilà. Je vais vous parler maintenant du biais de surestimation de soi. Et je vais vous illustrer ça à travers la Covid, bien sûr, puisque c'est quand même là où ça s'est de manière la plus forte exprimée ces derniers temps. Les présidents brésiliens, américains et britanniques, donc Bolsonaro, Trump et Johnson, étaient convaincus que eux-mêmes et leur peuple ne seraient pas atteints par la Covid. Le 22 janvier, Donald Trump disait « Nous avons la situation complètement sous contrôle ». On a vu ce qu'il en était. C'est ça le biais de surestimation de soi, c'est d'avoir une telle confiance en ses capacités qu'on imagine qu'on ne sera pas atteint par tel ou tel problème ou qu'on ne sera pas concerné par tel ou tel problème ou catastrophe qui pourrait arriver. C'est ce qui se passe chez tous les fumeurs, par exemple. Pourquoi un fumeur n'arrête pas de fumer? S'il pensait de manière rationnelle, il dirait vu les risques de cancer, la moitié des fumeurs attrapent un cancer et en meurent, je vais arrêter tout de suite de fumer. Mais pourquoi les fumeurs n'arrêtent pas de fumer? Parce qu'ils sont dans la surestimation d'eux-mêmes et ils pensent que c'est l'autre qui va être atteint. C'est toujours l'autre. Hein. Ils sont convaincus qu'eux-mêmes ne seront jamais atteints, comme Trump, Bolsonaro et Johnson. Et même nous, les Français, rappelez-vous au mois de mars, où tout le monde allait s'entasser sur les bords de Seine à Paris, et les Chinois, les Espagnols, les Italiens nous disaient mais vous êtes fous, pourquoi vous faites ça? Vous êtes totalement inconscient. Il y avait une incompréhension énorme. Et nous, on pensait que, ma foi, pas de problème. Nous, Français, avec un système hospitalier merveilleux, tout va bien. Pourquoi on serait concerné par ça, quoi? Voilà, on a vu ce qu'il en était. Et là aussi, c'est un problème de surestimation de soi. Je voudrais vous parler de l'ultracrépidarianisme. C'est juste un terme de vocabulaire que je veux définir. L'ultracrépidarianisme, c'est le comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets pour lesquels on n'a pas de compétences crédibles ou démontrées. Alors on en a vu beaucoup ces temps-ci, mais c'est un terme qui a à peu près 200 ans, qui a été utilisé par un essayiste en 1819. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'ultracrépidarianisme est souvent associé à un autre effet qui lui est un biais cognitif documenté, qui est l'effet Dunning-Kruger. Dunning et Kruger sont deux scientifiques, l'un britannique, l'autre américain, donc Dunning et Kruger, qui ont fait des travaux sur ce qu'on appelle la surconfiance ou l'effet de surconfiance. Et l'idée qui prévaut pour ces deux chercheurs, c'est que moins on en sait, plus on a tendance à s'exprimer fortement. Donc ils ont fait tout un tas d'expériences par rapport à ça. Et le corollaire aussi est intéressant, c'est que du coup les personnes les plus compétentes et les plus expérimentées dans un domaine ont tendance à penser que manquer de confiance et à moins s'exprimer ou avec beaucoup plus de prudence, parce qu'ils considèrent que vu ce qu'ils savent, qui leur semble facile, si c'est facile pour eux, c'est facile pour d'autres. Et Dunning et Kruger pensent à l'inverse que ceux qui ont le moins de compétences n'ont pas les capacités de juger de leur propre manque de compétences. Alors, ils ont traduit ça par un schéma que j'aime beaucoup. Vous avez en bas, en abscisse, je ne connais rien sur le sujet, j'ai un niveau de connaissance moyen, ou je suis inversement un expert. Et en ordonnée, vous avez le niveau de confiance qui est bas, moyen ou élevé. Et on voit que dès qu'on commence à connaître un petit peu un sujet, très vite le niveau de confiance grimpe énormément, jusqu'à atteindre ce que Dunning et Kruger ont appelé le sommet du mont stupide. Quand on continue à développer ses connaissances sur un sujet, le niveau de confiance diminue,
jusqu'à atteindre la vallée du désespoir. Ça, c'est un phénomène que beaucoup d'étudiants connaissent, c'est que quand ils font des révisions, à un moment donné de leur révision, ils ont tendance à dire « Ah, mais j'ai l'impression de ne plus rien savoir. Pourtant, il y a 2 heures, j'avais moins de travail que maintenant, ou il y a 2 jours, j'avais moins de travail que maintenant. Depuis, j'ai encore travaillé et j'ai le sentiment de ne plus rien savoir. » On a le sentiment de ne plus rien savoir parce que justement, le niveau de connaissance a augmenté. Et en continuant à apprendre et à travailler, le niveau de connaissance et de confiance va augmenter, les deux vont augmenter simultanément pour prendre la pente de l'illumination et atteindre le plateau de durabilité. Voilà, ça c'est l'effet Dunning-Kruger qui fait que finalement les gens qui ont le moins de connaissances sur un sujet ont tendance à s'exprimer le plus fortement possible. Le biais suivant est le biais dit de groupe. Un individu tend à se comporter comme le groupe social auquel il appartient. Donc les hommes se comportent comme d'autres hommes. Le principe de base, c'est que tout le monde ne peut pas se tromper quand même. Si vous voyez tout le monde en train de regarder en haut, vous regardez en haut. Si vous remarquez que tout le monde part en courant depuis un même point de départ, vous partez en courant, sans même réfléchir ou vous poser de questions. Tout le monde ne peut pas se tromper. Alors il y a une expérience qui a été menée qui est intéressante. On a demandé à une personne de remplir un questionnaire. Le questionnaire n'avait aucun intérêt en soi. Et au bout de quelques minutes, on fait passer de la fumée sous la porte. Et on mesure le temps de réaction. Au bout de combien de temps la personne va-t-elle donner l'alerte? On a refait la même expérience, mais là c'est plus une personne seule, mais un groupe de personnes qui sont tous complices, sauf la personne effectivement sujet de l'expérience. Et là, aucun des complices ne bouge. C'est-à-dire que la fumée arrive bien, c'est la même expérience, hein, mais aucun des complices ne bouge, et ils regardent la fumée, et puis ils retournent à remplir le questionnaire, ils font comme si rien ne se passait. Et on observe le comportement de la personne. Dans le premier cas, en moins de 2 minutes, 75% des gens avaient donné l'alerte. Dans le deuxième cas, seulement 10% des gens ont donné l'alerte. C'est-à-dire que 90% des gens se sont basés sur le comportement des autres pour estimer le niveau de danger. C'est proche d'un autre biais qui est le biais de dilution de responsabilité qui explique que parfois lorsqu'il y a dans un endroit public quelqu'un qui se fait agresser ou autre, personne ne bouge. C'est le même phénomène, c'est un biais de dilution de responsabilité qui est en jeu également. Le biais du survivant, lui, est un biais un peu plus statistique, mais qui est un biais que je trouve toujours intéressant. C'est ce qu'on appelle un biais de sélection. C'est-à-dire qu'on va analyser une situation en utilisant une population qui n'est pas la bonne, ou qui en tout cas est biaisée. La toute première histoire sur ce biais du survivant date de la Seconde Guerre mondiale. Et on avait demandé à un statisticien d'analyser les impacts de balles sur les bombardiers qui revenaient après avoir subi le feu ennemi. Et vous avez ici à droite un exemple où on voit le bombardier et l'ensemble des impacts sur tous les avions qui sont revenus. Et l'idée était de dire comment est-ce qu'on peut faire pour consolider ça. Et là où la plupart des gens ont dit il faut consolider et renforcer les zones en rouge, puisque c'est à cet endroit-là qu'on nous tire, eh bien, Abraham Wald a eu l'idée géniale de dire mais non, les avions sur lesquels on a mesuré les impacts de balles sont revenus, donc finalement, c'est pas ceux-là qui posent problème. Ceux qui posent problème, c'est ceux qui sont pas revenus. Et donc s'ils sont pas revenus, c'est qu'ils ont été touchés ailleurs que sur ces endroits-là. Et il a pris tout le monde à contre-pied en disant on va renforcer les endroits où il y a le moins d'impact de balles. Et l'effet a été très efficace. Hein. Il y a un autre exemple, alors à cette époque-là, ce biais-là, le biais du survivant n'était pas connu, mais a posteriori, on sait que c'était ça. C'est lorsque, pendant la Première Guerre mondiale, l'armée française a adopté le casque Adrian, le casque que vous voyez ici. Eh bien,
les médecins sont montés au créneau en disant mais c'est une catastrophe, depuis qu'il y a ces nouveaux casques, qu'est-ce qu'on a comme blessés à la tête, en fracture du crâne et en personnes qui ont des problèmes graves. Ce casque-là, c'est une horreur, il faut absolument le changer. Et en fait, c'est à nouveau un problème de biais de survivants, c'est que les personnes qui arrivaient avec des problèmes, des fractures du crâne ou des coups à la tête, eh bien sans le casque, et donc avant qu'il y ait l'adoption de cet équipement, ben, elles étaient tout simplement mortes, quoi. Et donc les médecins ne les voyaient pas. Et là, les médecins voyaient effectivement beaucoup plus de personnes avec des problèmes de fracture du crâne, mais avec beaucoup moins de victimes à l'arrivée. Le biais suivant est le biais de corrélation illusoire ou de corrélation trompeuse. Imaginons que pour une maladie quelconque, vous avez des symptômes qui grimpent comme la fièvre, des malaises ou des tremblements, enfin peu importe. Et que naturellement, au pic de la maladie, votre corps va réagir et automatiquement vous guérir sans traitement particulier. Si au moment du pic, vous allez voir un médecin et prendre un traitement pour vous soigner, vous avez le sentiment à partir du 3e jour que les symptômes évoluent de mieux en mieux et que c'est forcément lié à la prise du médicament. C'est une corrélation trompeuse ou une corrélation illusoire. Alors, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites sur les corrélations illusoires, c'est que souvent on a l'impression que quelque chose est vrai, mais quand on le mesure, c'est pas vrai. Alors voilà quelques petits exemples qui ont été démontrés faux, donc fausse corrélation. Les pleines lunes et les suicides, les pleines lunes et les accouchements. Il n'y a pas plus d'accouchements les soirs de pleine lune. Ça a été largement surestimé. Le fait d'avoir des douleurs d'arthrite rhumatoïde en fonction de la météo. Eh bien, il a été démontré que c'était pas vrai. Ou tout simplement l'effet placebo et la prise de médicaments sans principe actif qui vont vous donner la sensation d'aller mieux. Alors sur les corrélations illusoires, il y en a beaucoup, hein. Moi je trouve ça toujours très très amusant. Par exemple, il y a une corrélation forte que vous voyez ici entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel. C'est que vous voyez que plus on mange de chocolat, plus on a des chances d'avoir un prix Nobel. Ou celle-ci qui a été publiée il n'y a pas longtemps, qui est une fausse corrélation, avec le nombre de cas de Covid par pays en fonction du nombre de McDonald's. En réalité, plus il y a de McDonald's dans un pays, plus le pays est grand, et donc plus le pays est grand, plus il y a des victimes de Covid. C'est-à-dire que des tout petits pays, comme ici on voit le Luxembourg, le Liban, la Croatie, évidemment, il y a eu moins de cas de Covid que dans les grands pays comme la Chine ou les États-Unis. Voici une autre corrélation qui a l'air extrêmement forte, hein, à plus de 99%. Vous voyez que quand l'un diminue, l'autre diminue. Quand l'un remonte, l'autre remonte. C'est une corrélation entre le taux de divorce dans le Maine et la consommation par habitant de margarine, corrélée à 99%. Ou celle-ci, c'est les dépenses en espace, technologie et sciences qui sont fortement corrélées avec le nombre de suicides par pendaison, strangulation et suffocation. Très très corrélé. Et que beaucoup de personnes tendent aussi à... Là on est dans le ridicule, donc il n'y a pas de risque, mais souvent les gens prennent des corrélations et cherchent à en faire des causalités, alors que corrélation n'est pas causalité. Hein. Voici une petite dernière pour se faire plaisir, c'est le nombre de personnes qui se sont noyées dans leur piscine avec le nombre de films où Nicolas Cage apparaît. Très corrélé, un peu moins que les autres, mais bien corrélé aussi. Voilà. Alors, au final, comment est-ce qu'on peut lutter contre les biais? Je vous ai montré tout un tas de biais et vous pouvez vous dire, bah oui, maintenant je connais les biais, donc facile, je suis averti et un homme averti en vaut deux et donc je ne veux plus me faire avoir. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Vous continuerez à vous faire avoir parce que les mécanismes vont se reproduire de manière infaillible. Voici deux petites illusions d'optique qui vont illustrer ça. Elles sont toutes les deux très connues. La première, c'est l'échiquier. La deuxième, c'est le mur de café. Prenez l'une ou l'autre. L'échiquier, on voit que le carré A paraît gris foncé et le carré B paraît gris clair.
en réalité, ces deux carrés sont de la même couleur. Alors vous pouvez imprimer le document, découper le carré A, découper le carré B, mettre l'un au-dessus de l'autre, et vous rendre compte que, oui, tous les deux sont de la même couleur, c'est le même gris. Quand vous reposerez le dessin d'origine, tel qu'il est là, vous reverrez encore que le B est plus clair que le A. Et vous pouvez refaire l'expérience 10 fois, 20 fois, 30 fois, votre cerveau se fera toujours tromper. C'est pareil avec l'illusion d'optique qui est à droite. C'est une vraie illusion, c'est que non volontaire au départ. C'était dans un café, quelqu'un qui a voulu faire un petit effet avec du carrelage. Toutes ces lignes sont strictement horizontales et parfaitement droites. Notre cerveau les voit tordues. Vous pouvez prendre une règle, vous pouvez prendre un niveau à bulle et vous verrez que ces lignes sont parfaitement droites. Eh bien, même si votre cerveau observe que ces lignes sont strictement horizontales, vous ne pourrez pas empêcher votre cerveau de se faire tromper et de voir ces lignes tordues. Alors c'est difficile, donc ça veut dire que notre cerveau, finalement, c'est une machine qui a un peu de mal à raisonner de façon rationnelle et qu'il faut de l'entraînement, de la réflexion, et que même avec de l'entraînement et de la réflexion, et même avec des preuves, on n'y arrive pas toujours très bien. Alors Sibony propose 4 pistes que je trouve vraiment intéressantes. La première, c'est de dire, on va chercher la contradiction. Chaque fois qu'on peut, chaque fois qu'on va avoir une idée, un projet, eh bien, on va chercher la contradiction et on va demander à ses collaborateurs ou ses collègues, ses amis, sa famille, qu'est-ce qui fait que l'idée pourrait ne pas marcher? Donnez-moi les failles de mon système. Montrez-moi que j'ai tort. Le point 2, c'est bien évidemment, il faut laisser les désaccords s'exprimer. Quand vous êtes responsable hiérarchique dans une entreprise et que vous annoncez une idée, eh bien c'est un peu la même idée. Il faut que les gens puissent s'exprimer et dire je ne suis pas d'accord parce que voilà, il va se passer tel ou tel problème. Or, la plupart du temps, on est dans nos biais de groupe et le groupe se tait. Et donc le chef, finalement, n'a pas de contradicteur. Un bon responsable devrait questionner ses collaborateurs et rechercher les désaccords et rechercher la contradiction. Le troisième point, c'est discuter des incertitudes. Une fois qu'on a posé les doutes et les incertitudes sur le tapis, eh bien, il faut en discuter et mesurer, en fait, finalement, les niveaux de risque. Quel est le risque pour que ça marche? Quel est le risque et les conséquences pour que ça ne marche pas? Et faire une analyse de risque. Et enfin, le dernier critère me plaît beaucoup, c'est d'avoir des critères explicités. C'est de dire, par exemple, d'avoir des règles, d'avoir des tableaux de bord et de dire, voilà, si la situation est dans tel niveau, eh bien, je fais telle action. S'il se passe telle chose, alors je fais telle chose. Plutôt que de gérer en fonction des résultats, et donc de subir finalement et de gérer des situations d'urgence, la meilleure chose qu'on a à faire si on veut être efficace, c'est d'avoir un véritable système de prise de décision, de rechercher la contradiction, de laisser les désaccords s'exprimer, de discuter des incertitudes et d'avoir des critères explicites d'aide à la décision ou de prise de décision. Voilà, alors en conclusion, eh bien très simplement, ma conclusion va être rapide, c'est que les biais sont inévitables. Et la meilleure posture scientifique, selon moi, reste celle du doute, la zététique. Un bon scientifique sait qu'il va être sujet au biais, sait que le système 1 va être plus rapide et avec plus d'erreurs que le système 2, et donc il va essayer autant que possible de prendre son temps pour analyser, réfléchir, accepter la contradiction aussi, être à l'écoute de l'autre, être à l'écoute de la critique, être ouvert d'esprit et surtout garder toujours l'esprit critique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Mon support est disponible gratuitement sur simple demande. Vous me faites un mail à l'adresse suivante, confia@orange.fr, et j'aurai beaucoup de plaisir à vous envoyer mon support.
N'hésitez pas à aller voir les conférences d'Olivier Sibony et la chaîne Science Étonnante qui font un travail remarquable d'analyse et de présentation de tous ces phénomènes. Notamment, la chaîne Science Étonnante a une série réservée aux biais cognitifs qui s'appelle Crétin de cerveau et que je trouve vraiment très très bien faite, et je vous invite à aller voir tout ça sur des vidéos YouTube. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et puis on est là pour en discuter. Merci beaucoup à tous.